De nouveaux outils liés à l'intelligence artificielle sont aujourd'hui développés pour toujours mieux accompagner les adhérents, gagner en efficacité dans les processus assurantiels, apporter aussi un soutien aux équipes internes et soutenir des programmes innovants en prévention santé. Opportunités, bonnes pratiques, risques identifiés, retour d'expérience sur des outils mis en place grâce à l'IA avec nos deux invités, Nicolas Gomard, directeur général groupe Matmut, et Christophe Lapierre, directeur assurance santé du groupe VIF. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases de notre échange et tâchons de nous adresser au plus grand nombre en faisant simple, si vous le voulez bien, l'IA. Dans le domaine des assurances, de quoi parle-t-on précisément, Nicolas Gomard? Je crois qu'il s'agit de l'intelligence artificielle, de l'IA analytique de données. Oui, alors en fait, il y a trois principaux domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est utilisée en assurance. Le premier, c'est dans les interactions avec les clients, les adhérents, les sociétaires. Le deuxième, c'est dans les processus, dont notamment l'analyse des données dans les processus de gestion interne de l'entreprise. Et le troisième, c'est dans la lutte contre la fraude et dans également tout ce qui concerne la prévention. Alors, si on peut les catégoriser, effectivement, Christophe Lapierre, ces outils mis en place avec l'IA dans le domaine des assurances, finalement, il y a cet angle technique et puis cet angle très opérationnel. C'est ce que vous mettez aussi en place dans votre groupe. Oui, en fait, c'est des outils qui viennent à l'appui en fait, du travail qu'on a au jour le jour. Alors, effectivement, sur la partie relations clients, ça peut être ce que font toutes les entreprises, hein, les chatbots qui sont maintenant beaucoup plus fluides en termes d'expression. C'est aussi ce qu'a fait la MGEN au sein du groupe VIF, par exemple, d'automatiser, préparer plus exactement des réponses dans le support client à des demandes. Et ça va, l'intelligence artificielle génère du texte, hein, l'IA génératif, comme on dit, mais est maintenant aussi capable d'aller dans les bases de données pour récupérer des informations relatives aux patients ou aux assurés, et donc de générer une réponse, mais qui est quand même toujours fournie, in fine, à l'opérateur qui, lui, va décider de la pertinence de la réponse, la corriger éventuellement. C'est un gain de temps assez important. Et en effet, la lutte contre la fraude, c'est un sujet majeur parce que aussi, en parallèle de l'IA qu'on utilise dans nos entreprises, les fraudeurs utilisent l'IA également pour devenir meilleurs et industrialiser les processus de fraude de leur côté. Donc à nous d'être solides et d'être bons là-dessus, de manière à être capables aussi d'avoir les armes pour lutter et éviter que la fraude ne se développe. Mais ça fait l'objet de nombreux rapports déjà. Et on va en parler évidemment de cette lutte contre la fraude, mais si on reste sur ces bases qui construisent un petit peu notre échange, Nicolas Gomard, très précisément, quels outils est-ce que vous utilisez au quotidien, des outils IA qui vous permettent un gain de temps, j'imagine? Oui, au-delà du gain de temps, il y a aussi la dimension de l'amélioration de l'expérience de la relation entre nos adhérents et nous. En fait, là, j'évoquais les trois domaines. Dans l'interaction avec les clients, les outils d'intelligence artificielle que nous utilisons, c'est typiquement un agent conversationnel qui permet de répondre, d'identifier une demande et de transmettre plus rapidement la demande à un conseiller qui saura exactement à qui il a affaire beaucoup plus rapidement, qui n'aura pas à lui poser des questions supplémentaires pour savoir qui il est. C'est le chatbot, très concrètement. Oui, c'est avec des évolutions qui ne vont pas s'arrêter de s'améliorer, si on peut dire, avec vraiment une conversation qui pourra s'établir. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça sera le cas dans l'avenir. Donc on a vraiment quelque chose qui, dans ce domaine, est très fort. L'autre sujet, c'est pour nos gestionnaires, cette fois-ci, qui sont plutôt en back-office, la capacité à avoir une vue très rapide, par une simple question, sur les garanties qui sont disponibles sur un contrat. Au lieu d'aller consulter toute une base de données, ce qui est un peu fastidieux et long, là, il pose la question et il y a une réponse immédiate, un peu comme on peut l'avoir sur certains outils qu'on connaît maintenant d'intelligence artificielle générative. Voilà deux exemples très concrets. Troisième exemple, la production des rapports réglementaires qui se font de façon automatisée et on gagne beaucoup de temps dans ce domaine-là. Voilà, il y a tout un tas d'exemples comme ça, j'en cite trois, mais il y en a de multiples autres sur lesquels on construit progressivement l'utilisation de cette nouvelle technologie. Nouvelle, si on peut dire, parce que ça fait un moment qu'elle existe. Un autre point intéressant aussi qu'on peut souligner, Christophe Lapierre, c'est que vous, par exemple, dans le groupe VIF, vous avez un partenariat avec l'éditeur de logiciels Shift Technologies. C'est un des leaders dans le secteur et c'est intéressant dans le sens où il se nourrit
de ses multiples expériences en dehors de votre propre groupe, mais ça lui permet finalement d'être davantage réactif et de suivre le mouvement. Oui, puis d'apprendre le métier en fait. Parce que c'est vrai que ces algorithmes, ces outils d'IA reposent majoritairement sur de la donnée, mais ont besoin sans arrêt effectivement de scénarios que l'on élabore en fonction de contraintes métiers, en fonction donc, de l'expérience de nos gestionnaires, effectivement, et aussi en fonction du comportement qui évolue au jour le jour, des fraudeurs eux-mêmes, parce que on le disait dans une autre instance, la fraude, c'est un peu comme les problématiques cyber. C'est-à-dire que sitôt qu'on a résolu un problème de sécurité, un nouveau secret à côté, la fraude, c'est pareil. Sitôt qu'on a fermé une brèche, il y a des contournements, d'autres mécanismes qui existent. Et donc, il faut constamment, effectivement, avec des partenaires comme Shift, donc, qui ont la brique technologique et nous qui avons la brique métier, être capable d'élaborer ces scénarios, de les faire évoluer et de les améliorer constamment. Mais donner un exemple, on a affiner un certain nombre d'algorithmes sur l'optique qui nous ont fait gagner quasiment 45% de taux de détection sur certains scénarios. Mais ces 45%, on n'est pas sûr de les garder dans le temps parce qu'il faudra, ces scénarios vont bouger et il faudra à nouveau retravailler avec eux. Donc le partenariat est très très important parce qu'on a peut-être tendance un peu trop à concevoir les sujets d'IA comme des sujets technologiques. C'est d'abord des sujets de traduction, enfin de collaboration extrêmement forte du métier avec ses partenaires ou les équipes internes quand elles existent. Alors on comprend bien que pour les mutuelles, ces nouveaux outils ou ces outils liés à l'intelligence artificielle permettent notamment de lutter contre la fraude, c'est ce que vous soulignez Christophe Lapierre. Mais pour les adhérents, quelle plus-value est-ce qu'ils représentent ? La plus-value, elle est immédiate. C'est la réponse, la rapidité de la réponse, la qualité de la réponse aussi. Je dirais même que certains outils sont capables de proposer une forme d'empathie aussi. Alors évidemment, c'est une empathie qui est modélisée d'une certaine manière. Mais on s'aperçoit, et d'ailleurs certaines études montrent qu'entre un système d'intelligence artificielle et une relation purement humaine, dans un certain nombre de cas, les interlocuteurs préfèrent le système d'intelligence artificielle au plan de l'émotion. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension-là, elle n'est pas primordiale, mais elle compte aussi dans la relation. Donc c'est vraiment un gain de simplicité, de compréhension, et aussi, et c'est là où tout notre rôle de préventeur peut jouer, à la Matmut c'est le cas, c'est aussi de faciliter une prise en charge personnelle de sa santé. Ça, les outils qui existent aujourd'hui sont très puissants, et ils le seront de plus en plus dans l'avenir, pour aider chacune et chacun à mieux comprendre sa santé, à mieux prévoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter de faire, que ce soit sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'activité physique, etc. Et d'une façon extrêmement simple, sans avoir à recourir à un contact avec un médecin ou un spécialiste, là où l'accès précisément à ces professionnels de santé est quand même rendu plus difficile aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment une plus-value que nous, en tant que mutualistes, on doit mettre en avant pour justement, dans un cadre évidemment respectueux de l'éthique, de la qualité, de la protection des données, on a vraiment une carte à jouer dans ce domaine-là. Et alors, il y a aussi cet enjeu de développement interne et d'apprentissage pour les collaborateurs. On imagine que les métiers évoluent en interne. Les missions se réorientent avec l'apparition de l'IA. Oui, là, effectivement, si on se focalise sur nos équipes, on est en train de travailler au sein du groupe Vive, effectivement, par exemple, à la mise en place on va dire, pour simplifier, d'un chat GPT interne qui pourrait travailler en vase clos, évidemment, sur une infrastructure souveraine, parce que c'est un sujet quand même important. Donc, c'est avec la plateforme Sens développée par Thales, en l'occurrence. Et on est en train de tester en ce moment, avec un certain nombre d'équipes pluridisciplinaires, les différents cas d'usage qu'on pourrait avoir, en faisant de la culturation aussi, parce qu'il faut bien comprendre et faire comprendre à nos collaborateurs ce qu'on peut faire et ne pas faire, les types de documents qu'on peut mettre ou ne pas mettre, le fameux prompting, c'est-à-dire la capacité à interroger de manière pertinente et utiliser la conversation avec une IA de manière à obtenir des bons résultats. Le capacité à repérer évidemment ce que tout le monde connaît maintenant, ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire le fait que l'IA générative peut avoir la fâcheuse tendance à inventer une réponse quand elle ne la connaît pas, plutôt que de dire qu'elle ne connaît pas. Donc c'est encore des biais qui vont sans doute s'améliorer, mais voilà, donc ça c'est un travail important. Et après, il y a énormément de cas d'usage qu'on est en train de tester. Chaque direction d'ailleurs en ce moment est en train d'identifier les cas d'usage qu'on voudrait tester à petite échelle avant de les généraliser à l'ensemble du groupe. Alors parlons à présent de retombées économiques. On l'a dit, ces outils liés à l'IA permettent
notamment un gain de temps et donc un gain de productivité. Là, je m'adresse à vous deux, mais si vous voulez commencer, Nicolas Gomard. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que les choix qui ont été faits par GroupVive, on les a fait aussi au niveau du groupe Matmut, sur notamment la plateforme Sens de stockage des données. Oui, effectivement, il y a un enjeu de compétitivité. Et l'IA peut y contribuer. Aujourd'hui, on est dans un environnement qui est de plus en plus compétitif, avec des pressions très fortes qui se font sur les marges de nos entreprises liées à déficit de financement du système de protection sociale, il faut le dire. Et donc, on est assez légitimement, finalement, confronté à cette nécessité constamment d'améliorer nos processus pour les rendre plus compétitifs. Et c'est vrai que l'intelligence artificielle doit nous permettre, en justement économisant du temps et en orientant vers les collaborateurs vers des tâches à plus forte valeur ajoutée, d'améliorer la compétitivité de l'entreprise. Sur ces retombées économiques, Christophe Lapierre, un mot ? Oui, alors je vais donner juste 2 exemples. Le chatbot ou bien la capacité à générer des réponses à des mails que j'évoquais tout à l'heure, testé par la MGEN, ne réduit pas évidemment le travail nécessaire de la part des collaborateurs, mais le temps de traitement passe quasiment de 9 minutes à 1 minute, le temps de bien vérifier effectivement que les éléments remontés sont les bons, que le niveau de réponse est adapté, etc. Donc voilà, on a un gain de productivité et de réactivité par rapport à nos clients qui est quand même assez considérable. Et il y a un autre domaine sur lequel on travaille aussi, qu'on n'a pas trop cité, mais qui est, je dirais, un domaine commun à toutes les entreprises, c'est l'utilisation de l'IA aussi dans tout ce qui est système d'information. Donc, capacité à améliorer le code, à repérer les erreurs, à générer des cas de test, etc. Et sur un certain nombre de projets, et notamment générer aussi la documentation nécessaire aux outils. Il y a certaines équipes qui gagnent quasiment, alors l'estimation a été faite, mais de l'ordre de 3 heures quasiment par semaine, sur des sujets, des projets très techniques. Et là aussi, la capacité à délivrer plus vite et à livrer une qualité meilleure en interne, c'est une productivité qui s'améliore et un retour sur investissement évident. Alors en matière de nouvelles pratiques liées à l'intelligence artificielle, il est aussi question de confiance, de transparence. Comment cela se manifeste dans la relation avec vos clients ? Est-ce que par exemple, vous avez été amené à adapter certains de vos outils pour répondre aux besoins et aux craintes remontées par vos adhérents ? Alors, moi je vais répondre à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le cadre réglementaire. On a un cadre réglementaire de protection de la donnée en France qui est très bien établi et depuis longtemps, et qui de ce fait est un facteur indéniable de confiance de la part de nos adhérents. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on en parlait là, il y a quelques instants, il y a une étude qui a été faite qui montre que finalement, les Français sont assez largement prêts à confier leurs données à des opérateurs pour autant que, évidemment, le cadre réglementaire soit respecté. Donc on voit bien qu'il y a un effet positif de ce côté-là. Et ensuite, nous, en tant que mutualistes, et c'est vrai en particulier chez nous à la Matmut, on a cette dimension, je dirais, supplémentaire, où on fait un certain nombre de choix qui contribuent également à cette transparence, cette confiance. J'en citerai 2. Tout à l'heure, on évoquait le stockage des données auprès d'un opérateur français, donc ça, c'est déjà le cas. Le deuxième concerne la capacité à... J'ai un trou. Écoutez, oui, j'ai un trou. Mais rebondissons, si vous le voulez, justement sur cette question éthique, parce qu'elle est fondamentale quand on parle de l'IA. Ça génère beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes. Les mutuelles ont évidemment à cœur de protéger les données. C'est essentiel, la vie privée de leurs adhérents. J'ai retrouvé. Non, il s'agit de ce concept de garantie humaine. Vous savez que l'IA Act, qui est la réglementation sur l'intelligence artificielle qui a été récemment mise en œuvre en Europe et qui va être vraiment d'actualité dans quelques mois, prévoit la nécessité pour certains systèmes d'intelligence artificielle d'avoir un dispositif de contrôle qu'on appelle garantie humaine et qui permet justement de s'assurer qu'un certain nombre de choix ont été faits dans le sens de la réglementation et dans le sens de la protection des intérêts des adhérents. Et à la Matmut, on a fait le choix de s'appuyer sur une structure qui s'appelle Ethikia, qui est spécialisée dans le domaine et qui va nous aider précisément à mettre en place ce dispositif de façon justement à contribuer à cette confiance qui est nécessaire. Alors voilà, justement, si on revient sur ce cadre légal, aujourd'hui, il y a l'historique RGPD, Règlement général de protection des données. C'est
un texte européen. Et puis le plus récent, celui que vous évoquiez à l'instant, Nicolas Gomard, un règlement européen sur l'IA qui date de l'année dernière. Il est vraiment tout récent. Il impose donc le recours à l'intervention humaine, cette fameuse garantie humaine dans le traitement, dans des cas de traitement de données à haut risque, dont font partie les données de santé. Voilà. Comment est-ce que dans vos pratiques, à vous, Christophe Lapierre, comment est-ce que vous avez déployé cette garantie humaine ? C'est un travail d'ailleurs qui a aussi été mené avec le même partenaire et Tikia, notamment au début, même en avance de phase, avant que le règlement européen soit réellement adopté, sur la manière dont on pouvait effectivement développer des processus outillés par l'IA de façon éthique, avec toujours effectivement le choix de donner la main in fine à nos collaborateurs. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, en l'acculturation, etc. Et l'autre point qui est quand même aussi important, c'est la perception en fait, que nos adhérents peuvent avoir de ces sujets, sur lesquels on a beaucoup travaillé, parce que en fait, je pense que vous l'avez tous entendu, mais de manière générale, quand on veut illustrer finalement le risque du partage ou de l'accès à des données de santé, on évoque souvent le risque de votre assureur qui va tout savoir sur vous. Et donc, il y a, je dirais, dans l'imaginaire collectif, quelque chose à déconstruire qui consiste à expliquer, on est quand même des entreprises responsables, on sait ce qu'on fait, on connaît nos limites et en mutualité, on a des valeurs qui portent la nécessité de protéger évidemment le secret des individus et de ne pas évidemment aller dans un système où l'assurance est faite en fonction du risque, mais bien en fonction de ce que chacun peut contribuer. Et donc, on a fait tout un travail d'explication autour de ce que c'est que les données de santé, le RGPD. Il y a eu un certain nombre même d'escape games, des petites choses comme ça pour les parents, leurs enfants, pour les adhérents. Il y a eu un partenariat qui a été signé aussi avec Mon Espace Santé et le ministère pour expliquer justement ce que sont les données de santé, comment aussi chacun doit s'en emparer et doit faire le nécessaire pour les protéger, parce que les mêmes qui redoutent finalement l'accès des données à leurs assureurs n'hésitent pas à envoyer sur Internet ou par mail simplement des documents médicaux assez sensibles, donc il faut aussi éduquer nos assurés là-dessus. Et donc on a tout un travail, on va dire, d'explication, et ça nous permet d'ailleurs d'expliquer à nos adhérents d'une part quelles sont leurs responsabilités, quels sont leurs droits, et quels sont le rôle que nous, on joue en tant que mutuelle, et qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qu'on s'interdit. Donc ça, c'est très, très important. Alors, restons un instant avec vous, Nicolas Gomard, sur ce tout récent texte réglementaire européen qui est vraiment nouveau. Il précède finalement l'installation de nouveaux outils, ces nouveaux outils qui arrivent progressivement. Il va devenir contraignant, puisqu'on va demander un comportement en fonction d'un niveau de risque, ce qui signifie qu'il va falloir classifier l'usage de l'IA et l'ensemble des risques qui y sont liés. Quel va être l'impact ? Alors, au fond, s'agissant de la santé, il ne va pas être si important que ça, compte tenu de l'existant réglementaire français. Et d'une certaine façon, d'ailleurs, l'IA Act, à certains égards, est un petit peu moins contraignant et assouplit certaines choses de la réglementation française. Donc, nous, on considère que il y a un certain nombre de systèmes qui sont considérés à haut risque et qui nécessitent la mise en place de processus dédiés et spécifiques. Bon, c'est déjà le cas pour la santé de façon extrêmement stricte en France, donc ça ne changera pas grand-chose. Je dis encore une fois, ça ne sera pas un sujet. C'est un peu plus vrai pour les autres parties de l'assurance, où là, il y a encore des débats sur est-ce que l'assurance habitation, par exemple, est un système à haut risque. On est en droit d'en douter et il y a une interprétation du texte qui n'est pas encore très précise là-dessus. Et les conditions, notamment d'analyse des algorithmes tarifaires, je dis bien en assurance habitation, voire même en assurance auto, sont de ce point de vue un peu trop contraignantes par rapport à ce qui existe depuis et on n'est pas forcément convaincu du fait que c'est véritablement à haut risque pour nos concitoyens. Donc il y a un débat sur ce sujet-là. Pour l'instant, ce sont des systèmes qui sont un peu considérés comme un peu entre les deux, et donc on a besoin de clarification et on espère qu'on les obtiendra dans les mois qui viennent. Votre sentiment, Christophe Lapierre, sur ce texte réglementaire européen et sur les impacts qui peuvent en découler dans les prochaines années, les prochains mois même ? Il faut qu'on s'adapte et je pense que c'est des outils créateurs de confiance et nous, je dirais que c'est aussi des sujets qu'on a toujours travaillé et développé. Donc
Oui, on va mettre en place les différents niveaux de risque, on va mettre les éléments de garantie humaine adaptés, mais c'est des choix un petit peu qu'on avait déjà fait. Donc forcément, on s'adapte comme une réglementation, je dirais, assez classique. Et Dieu sait que dans notre secteur, on en a un certain nombre. Mais c'est vrai qu'effectivement, celle-là ne nous paraît pas plus, comment dire, difficile et même assez fructueuse là aussi en termes d'explication et de réassurance de nos collaborateurs sur le fait que l'IA ne va pas prendre le pas sur les travaux qu'ils peuvent mener, etc. Et que c'est vraiment des outils qui leur permettent d'améliorer la qualité. C'est pas la réglementation la plus terrible du moment. Hein. Ouais, si vous m'aviez interrogé, je ne vous aurais pas répondu ça. Un dernier mot pour tous les deux sur votre vision d'avenir. Selon vous, en matière d'IA dans le domaine des assurances, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Moi, je pense que ça va révolutionner complètement des pans entiers de notre métier, et en particulier le sujet de la relation avec nos adhérents. Je pense que c'est les technologies de l'IA, et notamment ce qu'on appelle les agents, c'est-à-dire des dispositifs qui sont encore assez peu répandus, mais qui, au lieu de faire une seule tâche, font un processus qui cumule plusieurs tâches, vont se développer considérablement et vont très certainement occuper une place très importante dans la relation entre les entreprises et avec nos adhérents. Le deuxième impact, c'est sur le plan, je dirais, plus commercial, c'est-à-dire que la capacité des gens, des adhérents, de pouvoir véritablement avoir une appréciation de nos contrats, de les comparer, de vraiment avoir une vue rapide et bien au-delà de ce qui est possible aujourd'hui de faire avec les outils actuels, c'est un défi pour nos entreprises qui ramène à la notion qu'on évoquait tout à l'heure, non seulement de compétitivité, mais aussi de créativité. Et donc par conséquent, moi je considère qu'il faut, face à cette évolution, il faut vraiment dédier des moyens spécifiques qui travaillent aujourd'hui, c'est le cas à la Matmut, hein, mais qui vont travailler sur ces divers, et qui travaillent déjà, mais qui vont continuer à travailler sur ces aspects, en particulier sur cette dimension de relation avec nos adhérents. Vous partagez cet avis, Christophe Lapierre, Oui. impact numéro 1 de l'IA, la relation avec l'adhérent qui va évoluer ? Oui, parce que l'adhérent lui-même est utilisateur de ces outils. Donc, comme toujours, il va attendre de nous aussi qu'on soit au niveau, et ça nous permet effectivement d'introduire beaucoup d'éléments d'amélioration du niveau de service, de réactivité et de qualité. Donc oui, je pense que ce sera indispensable. Il y a un deuxième volet qu'on commence déjà à sentir, qui est, je pense, que le développement de l'IA dans nos secteurs rebat les cartes de ce qu'on évoquait un peu sur la notion de partage de données de santé, etc. On a senti récemment, avec justement les travaux qu'on peut mener avec la CNIL, que la lutte contre la fraude, par exemple, rendue possible par ce type d'outils, et devient une préoccupation commune pour la préservation de notre modèle social, hein, et notre système de santé. Et que du coup, les frontières bougent. Là où effectivement, avant, on avait quand même beaucoup plus de mal à justifier l'utilisation des données, tout en respectant bien sûr à la fois le RGPD, les règles éthiques, etc., et les contraintes de la CNIL, hein, qui sont salutaires sur tout le plan de la protection des citoyens. On sent quand même qu'effectivement, dans les années à venir, de toute façon, la data étant le cœur, hein, du fonctionnement de ce type d'outils, il va falloir qu'on améliore sans doute la coopération, le partage et les textes réglementaires. On a évoqué ce matin dans d'autres cadres un amendement du PLFSS de l'année dernière qui a été finalement retoqué, mais qui va donner lieu sans doute à des travaux sur des projets de lutte contre la fraude, projets de loi qui vont nous permettre effectivement de rebattre les cartes. Et nous suivrons ça avec beaucoup d'attention. Merci à tous les deux, messieurs, pour ce moment d'échange. S'il nous reste une seconde. Une seconde. Très rapidement, on a beaucoup parlé de technologie. Ce qui est très important aussi, et de rappeler, c'est que tout ceci s'inscrit dans un système de valeurs qu'on va développer. Et en tant que mutuelle, toutes les mutuelles le font. On a vraiment cet enjeu de mettre en avant nos valeurs via ces outils. Et je pense à deux choses. Le premier, c'est de ne laisser personne au bord de la route. Et ces outils qui sont par essence des outils digitaux, numériques, ne sont pas accessibles aujourd'hui à tout le monde, même s'ils sont très simples. Et donc il y a ce sujet de l'inclusion numérique qui est posé, premier sujet. Et le deuxième, c'est le maintien du lien social. Parce que quand vous aurez la capacité, via ces outils, de développer une interaction avec des entreprises qui sera totalement dématérialisée et totalement intelligence artificialisée, si j'ose dire, il faut rétablir des lieux de lien social. Et ça, c'est aussi un des rôles qu'on peut mettre en avant en tant que mutualiste.
Et effectivement, l'inclusion numérique est une préoccupation de la mutualité française. Très rapidement, un mot avec la Mednum, hein, cette coopérative nationale des acteurs de l'inclusion et de la médiation numérique. On pourrait encore en parler pendant très longtemps. Merci, messieurs, pour cet échange. À plus tard.